All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience Court Panel International at 08. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Bonjour, bon après-midi. Madame la greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie. Oui, bonjour Madame la Présidente. Nous sommes dans la situation dans l'Ouganda. Le procureur contre Monsieur Dominique Ongwen, référence de l'affaire 0204 01 15. Et nous sommes en audience publique. Madame la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, je pense que les comparutions n'ont pas été modifiées depuis ce matin. Nous nous sommes retrouvés ce matin. Pas d'autres personnes. Très bien. Pareil, du côté du procureur, des victimes, de la défense. Très bien. Nous pouvons poursuivre dès lors. Un peu plus tôt aujourd'hui, la Chambre d'appel a rendu son arrêt concernant l'appel de M. Ongwen contre la décision relative à la culpabilité de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel a rejeté l'appel à l'unanimité et confirmé cette décision de la Chambre de première instance. Nous allons maintenant passer à l'autre appel de M. Ongwen, qui est l'appel contre la peine prononcée. Le contexte. Pour rappel, le 6 mai 2021, la Chambre de première instance a rendu la décision relative à la peine. Elle a prononcé des peines individuelles pour chacun des 61 crimes dont Dominique Ongwen a été déclaré coupable. Les peines individuelles allaient de 8 à 20 ans d'emprisonnement. La Chambre de première instance a également prononcé à la majorité de ses membres une peine unique de 25 ans d'emprisonnement, déduction faite du temps que Dominique Ongwen a déjà passé en détention entre le 4 janvier 2015 et la prononcée de la peine. Le 26 août 2021, la défense a déposé son mémoire d'appel, dans lequel elle soulevait 11 moyens d'appel. L'acte d'appel en comptait initialement 12, mais par la suite, la défense a retiré le 9e moyen d'appel. Je vais maintenant vous présenter les conclusions de la Chambre d'appel relativement aux moyens d'appel. Premièrement, la traduction vers la Choli du jugement, le moyen d'appel numéro 1. Dans le cadre du premier moyen d'appel, la défense affirme que la Chambre de première instance a porté atteinte aux droits de M. Ongwen liés à la tenue d'un procès équitable en rendant la décision relative à la peine avant même d'avoir fourni à M. Ongwen la traduction naturelle de la décision relative à la culpabilité. La Chambre estime que, de manière générale, lorsque les circonstances le permettent, la traduction des passages pertinents d'une décision relative à la culpabilité peut être fournie à la personne reconnue coupable au cours de la procédure relative à la fixation de la peine. Toutefois, en droit et au vu du statut et du règlement, le droit de recevoir la traduction d'une décision relative à la culpabilité n'est en principe pas absolue aux fins de la fixation de la peine. Dès lors que la personne coupable ou son conseil peut
comprendre, aussi avec l'aide du Conseil, suffisamment bien cette décision. La Chambre d'appel rappelle à cet égard que tel que consacré à l'article 67.1f du statut, mais aussi à la règle 144 du règlement, le droit d'une personne accusée de bénéficier de traduction est encadré par l'exigence d'équité. La Chambre d'appel est d'avis qu'en l'espèce, M. Ongwen aurait gagné à disposer de la traduction en acholi de certains passages au moins de la décision relative à la culpabilité. Toutefois, pour les raisons qui suivent, la Chambre d'appel s'abstient de conclure que la Chambre de première instance a commis une erreur et que, dès lors, la procédure s'en est trouvée viciée au sens de l'article 83 du statut. La Chambre d'appel fait observer que lors du prononcé de la déclaration de culpabilité, M. Ongwen a bénéficié de l'interprétation en acholi du verdict et d'un résumé détaillé des principales conclusions et des motifs sous-jacents. En outre, la défense a été informée des facteurs potentiellement aggravants et la défense a dès lors été en mesure de présenter des arguments et de produire des éléments de preuve en lien avec de possibles circonstances atténuantes et aggravantes. La Chambre d'appel dès lors rejette le premier moyen d'appel. Le moyen d'appel numéro 2, les preuves testimoniales émanant des victimes. Dans le deuxième moyen d'appel, la défense affirme que la Chambre de première instance a eu tort d'admettre et d'utiliser dans la décision relative à la peine des éléments de preuve testimoniaux produits par des représentants légaux des victimes. La Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance a précisé qu'il est opportun de se référer directement aux observations des victimes en tant qu'expression de leur volonté et de leur opinion. Elle ne constate dès lors aucune erreur dans les conclusions de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel conclut que la défense n'a pas non plus démontré que la Chambre de première instance aurait commis une erreur à cet égard et par conséquent rejette le deuxième moyen d'appel. Moyen d'appel numéro 3, le système de justice traditionnel acholi. Dans le cadre du troisième moyen d'appel, la défense affirme que la Chambre de première instance a eu tort en l'espèce d'écarter et de ne pas prendre objectivement en considération le système de justice traditionnel acholi et tout particulièrement le rituel acholi appelé mato oput. Lorsqu'elle a examiné les arguments de la défense sur cette question, la Chambre de première instance a fait observer que l'article 23 du statut dispose qu'une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du statut. Elle a également pris note de l'article 77 du statut qui prévoit de manière exhaustive les peines applicables en cas de commission de crimes relevant de la compétence de la Cour. C'est donc à la lumière de ces dispositions que la Chambre de première instance a conclu que tout argument par lequel la défense cherche à intégrer des mécanismes de justice traditionnels à la peine infligée à une personne déclarée coupable doit être rejeté directement, et ce, en vertu du principe nulla poena sine lege. La Chambre d'appel fait remarquer que la Chambre de première instance a eu raison de conclure qu'elle n'était pas autorisée à intégrer une peine qui n'est pas prévue par le cadre juridique du statut. La défense reproche également à la Chambre de première instance de n'avoir pas appliqué le principe de complémentarité au système de justice traditionnel acholi, tout en respectant les croyances culturelles invoquées par la défense et tout en ayant conscience de leur importance. La Chambre d'appel considère que la question de
l'incorporation du système de justice traditionnel à Choli au cadre juridique de la Cour n'a pas de rapport avec les questions de complémentarité ou d'admissibilité. La défense soutient en outre que la Chambre de première instance avait une vision biaisée du système de justice traditionnel à Choli, car elle s'est appuyée sur les témoignages de personnes qui n'étaient pas, elles, de culture à Choli, et a refusé d'entendre les témoins qui, d'après la défense, étaient bien éclairés, ou bien placés plutôt pour éclairer les conclusions à tirer concernant ce système de justice. Elle soutient également que la Chambre de première instance a ignoré les arguments avancés au sujet de la réinsertion et de la réintégration sociale et n'a pas dûment considéré comme circonstances personnelles les croyances et pratiques culturelles pertinentes de M. Ongwen. La Chambre d'appel juge ces arguments dénués de tout fondement. Et donc, pour les raisons susmentionnées et pour d'autres encore qui sont énoncées dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette le troisième moyen d'appel. Caractère cumulatif de la peine, c'est le quatrième moyen d'appel. Dans le cadre du quatrième moyen d'appel, la défense affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en fixant une peine à l'encontre de M. Ongwen à la fois pour crime de guerre et pour crime contre l'humanité, et ce, à raison des mêmes comportements. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance avait connaissance du chevauchement des faits. Elle avait également connaissance de la nécessité d'en tenir compte pour fixer la peine unique. La défense n'a identifié aucune conclusion de la Chambre de première instance qui laisserait entendre le contraire. La Chambre d'appel ne constate aucune erreur dès lors dans l'approche adoptée par la Chambre de première instance et donc rejette ce moyen d'appel. Moyen d'appel numéro 5, les facteurs échappant à la période visée par les charges. Dans le cadre du cinquième moyen d'appel, la défense affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en considérant comme des circonstances aggravantes des événements survenus en dehors de la période visée par les charges. La Chambre d'appel fait observer que bien que la Chambre de première instance ait mentionné dans la décision relative à la peine certains événements qui se sont produits en dehors de la période visée par les charges, elle n'a pas considéré comme des circonstances aggravantes des crimes qui auraient été commis avant la période visée par les charges. Et en ce qui concerne la naissance des enfants dont M. Ongwen est le père biologique, la Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance a tenu compte des naissances survenues après la période visée par les charges. Elle rappelle à ce sujet d'ailleurs que le comportement de l'accusé postérieurement au crime peut permettre d'apprécier la gravité du crime et peut constituer une circonstance aggravante, tant qu'il existe un lien suffisamment étroit entre les crimes, le comportement en question et les crimes. La Chambre d'appel, dès lors, rejette par conséquent le cinquième moyen d'appel. Sixième moyen d'appel, situation familiale. Dans le cadre du sixième moyen d'appel, la défense affirme que la Chambre de première instance a eu tort de rejeter le facteur atténuant et la circonstance personnelle constituée par la situation familiale de M. Ongwen. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a accordé le poids qui convient à la paternité de M. Ongwen face aux éléments mettant en cause l'authenticité de sa motivation à s'occuper de ses enfants. La défense n'a démontré l'existence d'aucune erreur à cet égard. La Chambre d'appel rejette par conséquent le sixième moyen d'appel présenté par la défense. Moyen d'appel 7
et disent discernement. L'objet du 7e moyen d'appel et celui du 10e étant liés, la Chambre d'appel les examinera ensemble. Dans le cadre du 7e moyen d'appel, la défense soulève 2 questions portant sur la santé mentale de M. Ongwen. Premièrement, elle soutient que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que M. Ongwen ne souffrait pas d'une altération substantielle du discernement au moment de la commission des crimes. Ensuite et deuxièmement, la défense avance que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que l'état de santé mentale actuel de M. Ongwen ne pouvait pas constituer une circonstance personnelle à prendre en considération. La Chambre d'appel relève qu'au moment de fixer une peine et après avoir conclu à l'absence du motif d'exonération de la responsabilité pénale énoncé à l'article 31.1a du statut, si une chambre de première instance s'appuie sur les mêmes éléments de preuve que ceux qui ont étayé ses conclusions relatives à l'article 31.1a, la Chambre doit alors décider si ces mêmes preuves peuvent suffire au regard du seuil requis de la règle 145.2ai du règlement. La défense reproche notamment à la Chambre de première instance de s'être appuyée sur les témoignages des experts cités par l'accusation. La Chambre d'appel relève que dans la décision relative à la culpabilité, la Chambre de première instance a examiné ces témoignages concernant l'enlèvement de M. Ongwen et les troubles dont il pourrait souffrir en découlant. La Chambre de première instance a également tenu compte des dires des experts, selon lesquels il était hautement improbable que le niveau de fonctionnement de M. Ongwen en ait été gravement altéré. La Chambre d'appel estime que les conclusions sans équivoque de ces experts n'étayent pas la thèse selon laquelle M. Ongwen souffrait d'une altération substantielle du discernement. Il n'était donc pas déraisonnable de la part de la Chambre de première instance de conclure, à l'aune de l'hypothèse la plus probable, que les résultats de l'analyse relative à l'existence d'une possible maladie ou possible déficience mentale étaient incompatibles avec toute considération d'altération substantielle du discernement. La défense remet également en question le refus de la Chambre de première instance de considérer l'état de santé mentale actuel de M. Ongwen comme une circonstance atténuante. La Chambre de première instance a explicité la norme des situations exceptionnelles permettant de considérer un mauvais état de santé comme une circonstance atténuante. Elle a examiné les arguments de la défense en la matière et a conclu que l'état de santé mentale actuel de M. Ongwen ne pouvait pas être prise en compte comme une circonstance atténuante. La Chambre d'appel relève que la défense ne soutient pas expressément et qu'il ne ressort pas non plus clairement des sources citées sur l'état de santé de M. Ongwen que les handicaps dont il souffrirait sont de nature à constituer une situation exceptionnelle dans le cadre du sens explicité par la Chambre de première instance. Dans le cadre du 10e moyen d'appel, la défense affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en utilisant contre M. Ongwen la déclaration hors serment qu'il avait faite à l'audience. Dans la décision relative à la peine, la Chambre de première instance s'est appuyée sur ses propres impressions de la déclaration personnelle de M. Ongwen à l'audience pour conclure qu'il n'était pas possible de considérer son état de santé mentale actuel comme une circonstance atténuante.
La Chambre d'appel relève qu'une chambre de première instance jouit d'un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle décide de ce qui constitue une circonstance atténuante et du poids à lui accorder, le cas échéant. Une chambre de première instance peut par exemple s'appuyer sur le comportement de la personne au cours du procès, tel que perçu par les juges eux-mêmes. La Chambre d'appel est d'avis qu'il était permis à la Chambre de première instance de s'appuyer sur ses propres impressions de la déclaration personnelle de M. Ongwen. Pour ces raisons, la Chambre d'appel rejette le 7e et le 11e moyen d'appel. Contrainte. Moyen d'appel 8. Dans le cadre du 8e moyen d'appel, la défense affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en écartant certains éléments de preuve lorsqu'elle a cherché à déterminer si le comportement de M. Ongwen atteignait le seuil requis pour considérer la contrainte comme une circonstance qui, tout en s'en approchant, ne constitue pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. La Chambre de première instance a conclu que la contrainte ne saurait être retenue en l'espèce comme circonstance atténuante au sens de la règle 145.2 A I du règlement. La Chambre d'appel, dans son arrêt relatif à la culpabilité, a déjà examiné et rejeté les arguments soulevés par la défense en rapport avec la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle la contrainte ne pouvait être retenue comme motif d'exonération de la responsabilité pénale. La Chambre d'appel relève à cet égard qu'en faisant valoir que des éléments de preuve pertinents ont été ignorés ou écartés, la défense semble soulever des questions identiques dans son mémoire d'appel relatif à la peine. La Chambre d'appel rejette ce moyen d'appel. Circonstances aggravantes. Moyen d'appel 11. Dans le cadre du 11e moyen d'appel, la défense affirme que la Chambre de première instance s'est fondée de façon inacceptable sur l'accumulation de circonstances aggravantes lors du calcul d'une peine unique en application de l'article 78.3 du statut et abusé de son pouvoir discrétionnaire en fixant une peine unique que ne justifiait ni le droit ni la preuve. Contrairement à ce que affirme la défense, la Chambre de première instance a clairement formulé les considérations pertinentes qui l'ont guidée dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a fixé la peine unique de 25 ans d'emprisonnement. La défense soutient à tort que la Chambre de première instance s'est appuyée sur des critères tels que le considérable nombre cumulé de victimes et l'accumulation de peines individuelles. La Chambre de première instance a mis en balance plusieurs considérations pertinentes, mais n'a formulé aucun critère dans les termes indiqués par la défense. La Chambre d'appel rejette donc le 11e moyen d'appel de la défense. Dans le cadre du moyen d'appel 12, la défense affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne respectant pas l'interdiction de tenir compte 2 fois du même facteur pour fixer la peine. Pour les raisons énoncées dans la décision relative à la peine, la Chambre d'appel considère que les arguments soulevés par la défense ne sont pas fondés s'agissant de l'allégation de double prise en compte des facteurs suivants. Tout d'abord, l'intention discriminatoire comme facteur de gravité du crime et comme circonstance aggravante. Deuxièmement, l'impuissance des enfants recrutés dans l'ARS comme circonstance aggravante. Et 3,
les éléments essentiels des modes de responsabilité comme circonstances aggravantes. Concernant l'allégation de double prise en compte du facteur lié au nombre élevé de victimes, la Chambre d'appel, à la majorité, à l'instar du procureur, considère que la Chambre de première instance s'est montrée quelque peu ambiguë lorsqu'elle a examiné la gravité des crimes et lorsqu'elle a traité la question de la circonstance aggravante que constitue la multiplicité des victimes. Et bien que la Chambre d'appel n'a peut-être pas été suffisamment prudente dans ses discussions sur ces facteurs, la Chambre d'appel à la majorité, sauf l'opinion dissidente de la juge Ibáñez Carranza, ne considère que la Chambre de première instance ne s'est pas appuyée 2 fois sur ce facteur. Je vais expliquer très bientôt et plus en détail que je ne suis pas d'accord avec la majorité sur ce dernier point. Selon moi, au vu du raisonnement de la Chambre de première instance, je considère que la Chambre de première instance a pris en compte par 2 fois le facteur de multiplicité des victimes et lui a accordé du poids et a donc commis une erreur de droit qui a sérieusement entaché les peines individuelles prononcées pour 20 charges et par conséquent la peine unique. Pour ces raisons, la Chambre d'appel rejette à la majorité de ses membres le 12e moyen d'appel, la juge Ibáñez Carranza étant en désaccord. Opinion partiellement dissidente de la juge Ibáñez Carranza. Comme je viens juste de le dire, je ne suis pas en mesure de me rallier à la majorité concernant la double prise en compte du nombre élevé de victimes, qui soulève pour moi une grave question s'agissant du raisonnement de la Chambre de première instance, qui a une incidence importante sur 20 des 61 crimes et donc sur presque un tiers des peines individuelles infligées. Sont en particulier concernées les peines correspondant aux crimes suivants: le crime de meurtre et de tentative de meurtre, charges 2, 3, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 38, 39 et 40 et 41. La torture, charge 4 et 5. Et la réduction en esclavage, charge 8, 20, 33 et 46. Par conséquent, cette erreur affecte de manière considérable la peine unique de 25 ans d'emprisonnement. À mon sens, la question ne saurait être négligée, car elle a une incidence sur l'équité de la procédure de la fixation de la peine, portant ainsi préjudice à la personne déclarée coupable. En effet, la raison d'être de l'interdiction de la double prise en compte est d'empêcher qu'une personne déclarée coupable ne soit punie 2 fois au regard d'un même facteur. Dans les affaires comme celle-ci, où le nombre de victimes peut se révéler pertinent tant comme élément d'évaluation de la gravité des crimes que comme circonstance aggravante, le raisonnement et la décision de la peine énoncée dans la décision relative à la peine aurait clairement dû indiquer s'il avait été accordé du poids à ce facteur dans le cadre de l'évaluation de la gravité ou comme circonstance aggravante. Comme cela n'a pas été fait, la Chambre de première instance n'a pas pourvu son raisonnement de la cohérence, de la rigueur et de la sécurité juridique requise, et la seule conclusion raisonnable est que, s'agissant de 20 charges, la Chambre de première instance a accordé par 2 fois du poids au nombre de victimes, violant ainsi l'interdiction de la double prise en compte et portant donc atteinte à l'équité de la procédure. Je souhaite également profiter à cette occasion pour souligner l'importance de la situation personnelle particulière de Dominique Ongwen
du point de vue de l'atténuation de la peine. À cet égard, il convient de rappeler que c'est la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur les problèmes très particuliers des victimes ayant commis des crimes et sur la pertinence de cet aspect en matière de fixation de la peine. I also wish to use this opportunity to emphasize Je veux également saisir l'occasion pour insister sur les circonstances particulières de M. Ongwen au niveau de l'atténuation. Dans le cas présent, il est significatif de voir que c'est la première fois que la Cour est appelée à se pencher sur la question d'une victime auteur de crime et que cela influence la détermination de la peine. Il faut faire remarquer que dans les circonstances en l'espèce, le statut de victime auteur n'est pas une considération qui est pertinente à la culpabilité ou l'innocence d'une personne à l'article 74 du statut, mais c'est plutôt une incidence sur la juste peine à fixer en application de l'article 76 du statut. Et à ce stade, justement, la juste peine dépend non seulement des faits de l'espèce, mais aussi, et c'est important, de la situation personnelle de la personne déclarée coupable. Et tout particulièrement ici, il est essentiel de tenir compte de l'effet que l'enlèvement de M. Ongwen, de sa conscription, son endoctrinement violent, le fait qu'il ait aussi été forcé de commettre des actes criminels et d'y participer, alors qu'il était encore un enfant sans défense, il était âgé de 9 ans à peine, ainsi que le fait qu'il a grandi au sein de l'environnement coercitif de l'ARS. Tout ça a pu avoir un impact sur sa personnalité, sur son développement mental et cérébral et sur ses perspectives d'avenir. Fixer la juste peine exige donc de procéder à une analyse globale qui tienne compte à la fois du caractère répréhensible du comportement de la personne déclarée coupable, mais aussi de sa situation personnelle. Et le statut de M. Ongwen comme victime ne s'est pas éteint à l'âge de 18 ans ou à son 18e anniversaire. Pour toutes les raisons détaillées dans mon opinion partiellement dissidente, je suis d'avis que l'importante erreur de droit constituée par la double prise en compte a affecté de manière considérable 20 des 61 peines individuelles infligées, donc près d'un tiers finalement, ce qui a compromis l'équité de la procédure de fixation de la peine et aboutit au final à un exercice erroné du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance, avec pour résultat la fixation d'une peine unique disproportionnée, s'élevant à 25 années d'emprisonnement. Et donc, par conséquence, j'estime que la peine unique devrait être annulée et la question renvoyée devant la Chambre de première instance afin que celle-ci fixe une nouvelle peine. Et dans cette nouvelle décision, la Chambre de première instance devrait également examiner le poids à accorder à titre de circonstances atténuantes à la situation personnelle de M. Ongwen, et en particulier du point de vue de l'effet que les expériences traumatisantes qu'il a vécues ont eu sur sa personnalité. C'est précisément ce qu'on a expliqué plus avant. Dès lors, je considère, en outre, compte tenu de la nature déclarative des décisions de justice et spécifiquement des jugements pénaux internationaux, le fait de reconnaître en l'espèce les crimes dont a été victime M. Ongwen, c'est une manière en soi de reconnaître son statut de victime et de le rétablir dans sa dignité, la dignité qui lui a été arrachée alors qu'il n'était qu'un enfant sans défense.
Pour fixer une nouvelle peine, il conviendrait de réfléchir à son objet et à sa finalité. Et à cet égard, je suis absolument convaincue que dans le contexte du droit international pénal, les peines servent finalement des finalités variées, notamment celle du châtiment et de la prévention sous toutes ses déclinaisons, qu'elles soient spéciales ou générales. S'agissant de la finalité de prévention générale, il convient d'en envisager tous les aspects. Et à cause de la nature et du contexte des crimes, l'aspect positif de la prévention générale est tout particulièrement pertinent. Et il s'agit notamment, selon la jurisprudence de la Cour et des autres tribunaux internationaux, et comme on l'a vu récemment lors des débats de l'Assemblée des États parties, il s'agit donc notamment de promouvoir la justice réparatrice et la réconciliation comme moyen d'encourager le rétablissement de l'état de droit et donc une paix durable. Moi, je pense que l'erreur de double prise en compte devrait certainement aboutir à une réduction appropriée de la peine de 25 ans d'emprisonnement. Je pense malgré tout que la Chambre de première instance serait la mieux placée pour déterminer la juste peine, en tenant compte des conclusions formulées dans cette opinion partiellement dissidente. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a absolument rien dans mon opinion partiellement dissidente qui mérite d'être interprété comme niant l'immense souffrance des victimes des crimes très très graves dont M. Ongwen a été reconnu coupable, et notamment la souffrance endurée par les victimes de crimes sexuels et sexistes et par les enfants victimes. Cette souffrance a été dûment et unanimement reconnue dans la décision relative à la culpabilité et la décision relative à la peine, telle que confirmée dans les arrêts rendus ce jour par la Chambre d'appel. Je souhaite également indiquer que je suis convaincue que M. Ongwen doit être puni pour les crimes qu'il a commis. Je reste d'avis qu'il n'est possible de rendre la justice qu'en imposant une peine adéquate, proportionnée et juste, tant pour les victimes que pour la personne déclarée coupable. Mesures appropriées. La Chambre d'appel a rejeté à l'unanimité 10 des 11 moyens d'appel soulevés contre la peine. La Chambre d'appel confirme la décision relative à la peine sur ces points. S'agissant du moyen d'appel 12, la Chambre d'appel le rejette à la majorité de ses membres, mais comme déjà indiqué plus haut, avec un avis partiellement en désaccord dans le chef de la juge, Mme Ibáñez Carranza, et uniquement pour ce qui est de l'allégation de double prise en compte du facteur de multiplicité des victimes. Alors que la majorité des juges de la Chambre d'appel confirme la décision relative à la peine à cet égard, la juge Ibáñez Carranza, moi en l'occurrence, j'annulerai pour ma part la peine unique de 25 ans d'emprisonnement et renverrai la question devant la Chambre de première instance pour qu'une nouvelle peine soit fixée. Nous voici arrivés au terme du prononcé de cette décision. Et comme nous l'avons dit ce matin, les jugements dans leur intégralité seront remis aux parties et participants à l'issue de l'audience. Les résumés de ces arrêts seront également mis à disposition en français et en anglais. Une version en espagnol du résumé des deux jugements sera également distribuée en temps utile. La juge Ibáñez a la gentillesse de remercier les interprètes. Merci à vous, Madame la Présidente. Merci à tout le greffe qui nous a permis d'organiser cette audience. L'audience est levée. All rise.